Tout ce que j'ai connu dans ma vie, les grands et les petits événements, le stress et les tensions, suffirait largement à remplir une demi-douzaine d'existences. Helena Rubinstein. Pionnière de la cosmétique moderne, Helena Rubinstein a bâti un empire industriel en quelques années en proposant des formules qui ont changé la vie des femmes. Son sens de la perfection, ses infatigables recherches sont à l'origine de quelques-uns des plus grands succès de la cosmétique du XXe siècle. Dès lors, une institution inédite va naître avec le début de ce fameux XXe siècle, l'Institut des soins de beauté. Une profession plus largement se spécialise dans l'esthétique physique, une unité nouvelle de pratiques et de produits se constitue. Helena Rubinstein illustre sans conteste le mieux cette révolution. Quittant l'Europe pour l'Australie, elle invente une crème pour le teint à la fin du XIXe siècle, la Valase, qu'elle complète par une série de produits de beauté exploités ensuite dans un premier institut londonien en 1908 et dans un deuxième à Paris, rue du Faubourg Saint-Honoré en 1912, avant d'essaimer aux États-Unis et à travers le monde. C'est cette histoire fabuleuse que je vous propose dans ce dernier épisode Timeline avant les grandes vacances 2021, une histoire exceptionnelle de femme, une femme exceptionnelle, Helena Rubinstein. Timeline, Richard Fremder, Prem Cariou. Alors cette émission parle d'un personnage, bien sûr, mais elle est aussi révélatrice d'une histoire avec un grand H, celle à la fois de l'appréhension de la beauté féminine, dont les codes vont changer entre la fin du 19e siècle et le milieu du 20e, mais aussi une histoire sociale, sociétale, sur fond d'un antisémitisme, en fait, dont je connaissais l'existence dans l'Europe du début du 20e siècle, mais dont j'ignorais, pour tout vous dire, la force à New York dans les années 20 et les années 30. Un dernier point avant de réellement commencer, les biographies que je vous donnerai évidemment à la fin, sont toutes écrites par des femmes, ce qui peut-être a un peu biaisé l'objectivité parfois. J'ai donc dû beaucoup aplanir les superlatifs et essayer d'ouvrir le champ des possibles au niveau de la recherche pour éviter d'ailleurs, comme pour l'émission sur Madame C.J. Walker, de tomber dans le roman. Roman, pour terminer juste, le mot est lâché parce que l'idée de cette émission, pour tout vous dire, m'est venue d'une lecture que j'ai faite il y a plus de 30 ans maintenant, d'un auteur. C'est pas dans une émission d'histoire qu'on cite en général Paul Loup Sulitzer, mais enfin bon, j'étais plus jeune à l'époque. Ce livre, ce roman, c'est Anna. Une histoire très romancée, mais calquée quand même sur la vie de notre héroïne du jour. Alors il y a un adage qui dit « Donnez à une femme une paire de chaussures dans laquelle elle se sent bien et elle ira conquérir le monde ». Alors cet adage peut tout à fait s'appliquer à Helena Rubinstein. Son courage, son intelligence, sa volonté de réussir a fait qu'elle a bâti un empire à la fois industriel et financier, on va le voir. Elle a presque tout inventé, figurez-vous, de la cosmétique moderne et surtout des moyens de la démocratiser. Ce qui n'est pas si simple à l'époque, pour une femme déjà, ce qui n'est pas simple, étrangère, pauvre et juive, c'est-à-dire 4 handicaps pour cette époque-là. Alors c'est vrai qu'avant Helena Rubinstein, la cosmétique existait, elle existe depuis l'Antiquité, d'ailleurs on devrait faire l'histoire de la cosmétique, on devrait peut-être y penser d'ailleurs. Mais c'est cette visionnaire qui a créé, j'allais dire, la beauté moderne, scientifique, rigoureuse, exigeante, qui va mettre en avant l'hydratation de la peau, la protection contre les méfaits du soleil, les massages, elle va utiliser l'électricité, l'hydrothérapie, l'hygiène, les régimes également, les régimes alimentaires, la diététique, l'exercice physique, la chirurgie, tout ça. Elle va utiliser toutes ces techniques, tous ces systèmes, si vous voulez, pour donner toujours plus de comment je pourrais vous dire ça, donner plus de possibilités à la femme, entre guillemets, moderne pour son époque, de s'embellir, d'être toujours plus belle, de plaire à son mari. C'est un peu l'idée d'Helena Rubinstein. C'est son sens aussi
inné du marketing qui lui a dicté la meilleure façon de promouvoir ses produits. Elle n'a pas non plus inventé le marketing, mais elle l'a utilisé de façon extraordinaire. On parlait d'elle, déjà à cette époque-là, comme l'une des femmes les plus riches du monde, qui n'est pas rien dans cette époque. Alors elle ne s'est pas appelée Hélène dès le départ, elle n'est pas née Hélène Rubinstein, elle est née Chaja Rubinstein. Alors pardonnez-moi, évidemment ne parlant pas polonais, parce qu'elle est polonaise, vous allez voir, je vais certainement écorcher lamentablement les mots des villes, des noms, des prénoms, etc. Bon, je fais franciser en tout cas au maximum, donc vous me pardonnerez pour les Polonais qui parlent, pour ceux et celles qui parlent polonais, vous m'excuserez par avance. Donc elle est née le 25 décembre 1872 et en fait pourquoi elle s'appelle Helena aujourd'hui, c'est parce qu'elle déteste la version, une version hébraïque, puisqu'elle est née juive de son prénom. Donc très rapidement, elle va chercher à le changer pour devenir Helena Juliette Rubinstein. Donc vous voyez, elle a à peine 20 ans quand déjà elle change son prénom. Elle est née à Kazimierz, Kazimierz en Pologne, ville natale, en Galicie. Alors pas la Galicie, l'Espagne, bien sûr, pas la Galice, mais on est en Pologne. Malgré, il faut savoir, l'essor économique de cette époque-là, la grande majorité des Juifs vit toujours dans la misère en Galicie, et notamment dans les campagnes. Mais on est dans une époque aussi, il faut pas, j'en ai parlé dans l'introduction, qu'il ne faut pas oublier, il faut l'avoir toujours en tâche de fond, cet antisémitisme extrêmement important dans cette fin du 19e siècle. Les Juifs qui le peuvent, alors, à ce moment-là, vont s'en aller par vagues vers des contrées qui pensent en tout cas au départ moins hostiles. Entre 1881 et 1914, il faut savoir que 300 000 d'entre eux ont fui les massacres, les guerres, la pauvreté évidemment, donc ils sont partis vers l'Amérique, également vers l'Australie. Et notamment les trois frères de la mère d'Helena Rubinstein, John, Bernard et Louis, chez qui Helena va se retrouver, vous allez voir, en Australie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à la légende qu'elle va un peu comme Madame C.J. Walker d'ailleurs, elle va créer une légende, un storytelling autour de sa vie. Dans la réalité, elle n'est même pas allée jusqu'au baccalauréat, notre héroïne, puisqu'elle s'est arrêtée à 16 ans, c'est un peu la règle pour les filles de son milieu, elle a arrêté ses études. Plutôt à regret, c'est vrai, puisque visiblement elle adore apprendre, son esprit est fait comme ça, c'est un esprit extrêmement rapide, qui est épris de synthétique, elle va très vite, elle pense vite, visiblement elle pense plus vite que les autres, elle est très avide de savoir aussi, c'est une sorte d'éponge. Ses matières favorites, on le sait, sont les maths, la littérature, l'histoire, notamment l'histoire de son pays. Elle aime son pays, c'est juste les traditions qu'elle n'aime pas. Elle a toujours préféré garder le silence, d'ailleurs, sur la partie de sa vie, sa jeunesse, comme si elle en avait honte. Elle en parle très très peu, donc je ne vais pas m'appesantir sur sa jeunesse, qui pour nous n'est pas excessivement intéressante. On va dire que c'est... comment on pourrait dire, c'est la vie d'une jeune fille entre 0 et 16 ans, entre 0 et même 20 ans, puisqu'elle va partir de Pologne à 20 ans. Entre 0 et 20 ans, c'est la fille d'une petite Polonaise pauvre de campagne, c'est-à-dire qu'en gros, elle n'a qu'un seul but, si vous voulez, pour une fille de cette époque, c'est ses parents vont chercher un mari pour elle. Or, elle n'en a absolument pas envie, c'est pas du tout la vie qu'elle veut, elle ne veut pas ça. Très tôt, elle va avoir le don de transformer les épisodes de son passé pour soit les enjoliver, les flouter, elle va mettre des fausses pistes. Alors, comme elle est extrêmement imaginative, son imagination n'a pas de limite, au point qu'on a vraiment du mal à savoir où se situe réellement la vérité. Et dans les différentes biographies sur sa vie, vous avez parfois des épisodes qui ne correspondent pas. C'est assez étonnant. Selon, évidemment, les romans, entre guillemets, qu'elle va écrire elle-même, ces autobiographies qu'elle va écrire sur sa vie. Alors, elle a voulu le renier, c'est vrai, mais on sait ce qui se passe à cette époque-là. On connaît les rues obscures d'où elle venait, ces petites rues, vous savez, de ces impasses misérables, de ces cours qui sont mal pavés, de ces maisons de prière, de ces éders, de tout ce monde, si vous voulez, juif extrêmement pratiquant, qui semble immuable, qui semble comme ça ancré dans ce qu'on appelle les shtetl ou les ghettos de Galicie, de Pologne en général, voire même d'Ukraine, et qui évidemment a été englouti à tout jamais. C'est un milieu extrêmement rude, donc elle a passé les 20 premières années de sa vie là-bas, et
elle a eu une sorte de, je crois qu'on peut le dire, une sorte de rage réelle de s'en sortir. Alors, elle n'est pas la seule fille de la famille quand même, il faut le savoir, parce qu'on va les retrouver. Donc on a Elena, bien sûr, on a Pauline, on a Rosa, Regina, Stella, Seska, Manka et Erna, donc Rubinstein, 8 filles dont elle. Vous avez Guitel, la mère, très importante évidemment, qui va apprendre aux gamines à coudre, les chemises, à tricoter, à broder, en fait, en gros, qui va apprendre aux filles à devenir des épouses, si vous voulez, hein. Elle leur enseigne quand même l'art d'être des demoiselles bien tenues, elle va s'en souvenir, notamment le fait de se coiffer. Alors c'est une légende qu'elle véhicule beaucoup, ces fameux 100 coups de brosse avant d'aller au lit. Donc les filles s'exercent à compter jusqu'à 100 forcément. Pas question évidemment à cette époque-là d'autoriser le maquillage, hein. Seules les femmes de mauvaise vie ou les actrices sont autorisées à se maquiller, ont le droit d'oser, si vous voulez, les fards, mais tout en restant respectable. On peut protéger son visage du vent et du gel, et Guitel, donc la mère d'Elena, a son arme secrète. Et ça, c'est évidemment très important puisque ça va conditionner toute sa vie. Cette arme secrète, c'est une crème de beauté. Alors en Pologne, comme dans toute l'Europe de l'Est, chaque famille a sa propre recette. Dans les cuisines, on fabrique des pommades, des onguents. Chaque génération va se transmettre la formule. Et la formule de sa mère comprend des plantes, du blanc de baleine, de la lanoline, de l'essence d'amande, des extraits d'écorce de conifères, des Carpates, hein, c'est pas n'importe quoi. Et ben voilà, Elena va s'en souvenir et va s'en servir, mais beaucoup plus tard, pas forcément tout de suite, vous allez comprendre. Très tôt, il me fallut aider ma mère à diriger la petite troupe frondeuse. Être l'aînée de 8 filles, c'est prendre l'habitude de diriger, écrit-elle. Elle est donc à la fois une sorte de garçon manqué, une fille accomplie. Dès l'âge de 12 ans, elle est responsable de la bonne marche de la maison. Elle devient chef de service, si vous voulez. Elle achète la nourriture, le linge, avec un goût spontané pour ce qu'il y a de mieux et de plus solide, écrit-elle. Elle doit aussi assumer des tâches ménagères auxquelles elles ont une petite servante malgré tout. La petite servante ne peut pas suffire à tout faire, donc elle fait les lits, elle met l'eau à chauffer, elle va chercher du bois pour le poêle. Dès l'adolescence, elle se dépêche d'aller retrouver son père pour éviter les corvées de sa mère. Quand elle quitte l'école, eh bien, sa place est très vite trouvée derrière le comptoir familial puisque le père a une boutique. Elle aime bien aller au magasin. Avec la clientèle, d'ailleurs, elle se débrouille beaucoup mieux que son père. Elle calcule plus vite que lui, elle connaît au centime près l'état des stocks, des commandes, des dettes et des créances, alors que son père, au contraire, lui est plus doué pour la lecture des textes sacrés que pour le négoce. Son père s'appelle Herzl, et il apprécie l'énergie de sa fille, évidemment, son aptitude à tenir les comptes, mais aussi il s'agace quand même de l'autorité qu'elle peut avoir, parce que, encore une fois, dans ces familles très pratiquantes, une femme ne peut pas avoir une autorité supérieure à celle de l'homme. Elena, vous l'avez compris, devient donc très vite beaucoup plus mûre que son âge, évidemment. Ses idées ne sont pas celles de tout le monde. Elle étouffe, en quelque sorte, dans cette sorte d'univers qui est trop petit pour elle. C'est une rebelle, et en plus elle a déjà refusé un prétendant, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, et ça agace énormément ses parents, notamment sa mère qui dit mais la vie n'est pas ça, tu dois absolument te marier, on ne change pas la tradition comme ça. Elle est l'aînée, donc elle doit se marier, et elle doit se marier la première. Elena ne veut pas, Elena s'en va. Elle part se réfugier à Cracovie, chez l'une des sœurs l'une de ses tantes évidemment, une des sœurs de sa mère. Mais Cracovie, c'est juste une grande ville, mais c'est la même chose, hein, en plus grand que ce qu'elle a connu évidemment. Elle ne compte pas, dans sa tête, elle ne compte pas vivre dans cette petite maison où elle est allée, chez sa tante. Elle a d'autres ambitions et elle s'en va à nouveau. Elle part, elle va à Vienne, elle va vivre avec une autre tante qu'elle a là-bas. Elle va aider sa tante à s'occuper de la maison, elle va travailler dans l'affaire de son oncle, encore une fois. C'est les splitters, hein, la famille. Les splitters sont déjà un peu plus aisés que ses parents à elle, ce qui n'est pas difficile, vous me direz, vu le niveau. Son oncle a le sens des affaires, mais pas comme elle aimerait. Alors, il n'est pas comme son beau-frère, il ne se perd pas, lui, dans les livres de prière. Lui, son truc, c'est amasser. Il amasse. Et
Ça, c'est quelque chose qu'elle va conserver. Ses cousins se montrent plutôt sympathiques avec elle. Et puis, elle est à Vienne, évidemment. Vienne, on en a parlé dans l'émission précédente. Alors, on est près de 80 ans plus tard qu'avec Beethoven. Mais Vienne, c'est quelque chose. C'est la capitale, riche en musées, en théâtre, en café, en salles de concert. Cracovie à côté. Elle aime Cracovie, la ville, évidemment, est très belle. Si vous avez l'occasion un jour d'aller à Cracovie, c'est absolument magnifique. Mais à côté de Vienne, c'est une ville de province. Alors, Elena va améliorer malgré tout sa connaissance de l'allemand. Elle apprend des rudiments de commerce et de commerce de luxe. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. Elle n'a pas son pareil. Elle est extrêmement douée pour accrocher une cliente, la retenir et lui vendre, par exemple, la fourrure la plus chère. Elle aime bien aussi les belles choses. Elle aime bien porter aussi des belles choses, de la fourrure. Elle aime bien les bijoux, déjà. Sur une photo, d'ailleurs, qui date de cette époque-là, on la voit posée dans un manteau d'astrakhan noir. Donc déjà, le goût du luxe, le goût du beau, montré, quoi. Quelque part, elle a besoin de prouver, de se prouver. Et 2 ans vont passer, assez vite d'ailleurs. Elle n'a pas le temps de s'occuper, d'aller au théâtre, se faire ce genre de choses. Elle travaille beaucoup. Elle ne s'intéresse absolument pas à la politique, elle ne s'intéresse pas à la philosophie, elle ne s'intéresse pas non plus à la littérature. Elle n'a pas le temps du tout. Elle travaille. Alors, visiblement, elle a vaguement entendu parler de l'affaire Dreyfus, qui déjà, tous les juifs d'Europe s'inquiètent sur cette histoire-là. On en discute partout, à table, bien sûr, parfois même dans le magasin. L'antisémitisme qui règne en Autriche, comme partout, gagne tous les milieux. Mais ça ne la concerne pas tellement. Il y a évidemment l'histoire du sionisme qui est en train d'émerger, qui est une sorte d'effervescence autour de la Palestine. Et le fameux journaliste hongrois, j'en ai pas beaucoup parlé souvent, Theodor Herzl, qui est celui qui va créer, entre guillemets, l'idée du sionisme. Elle, son truc, c'est économiser. Elle économise pour que, dès que l'occasion se présentera de démarrer réellement sa vie, elle pourra s'en servir. Et elle travaille tellement, à tel point qu'elle est devenue indispensable à la boutique de son oncle. Mais dans son esprit, vendre des fourrures, c'est pas son destin. C'est pas un destin. C'est pas en tout cas celui qu'elle veut. Donc il est temps de s'en aller. Encore une fois. Et sa cousine, Eva, a rejoint son père en Australie. Et du coup, l'Australie, c'est une idée, mais pourquoi pas ? C'est une idée parmi d'autres. Elena commence à y penser. Elle réfléchit, elle s'en ouvre à sa tante, qui en parle à son tour à son mari. Ce dernier trouve le projet plutôt excellent. Les splitters sont en train de déménager en plus, ils partent, ils vont à Anvers, donc ils vont laisser leur nièce sans rien, sans travail, sans ressources, sans toit, sans rien. Là-bas en plus, il n'y a pas de place pour elle. En plus, elle refuse de les accompagner. Donc tout le monde tombe d'accord, Elena doit s'en aller, émigrer. Et comme d'habitude, dans son autobiographie, elle enjolive les raisons du départ. Voilà ce qu'elle dit. « Depuis que j'étais enfant, j'ai toujours rêvé de partir pour l'Australie. Mes oncles s'étaient établis là-bas et mon imagination avait été nourrie de leurs lettres racontant leur vie dans ces terres isolées. » Donc, elle fait sienne cette idée, cette envie, cette décision de partir très loin. Elle façonne évidemment sa légende. C'est une légende d'aventurière, si vous voulez. En réalité, c'est pas si simple que ça, bien sûr. Ce qui est important, c'est qu'elle veut rien devoir à personne. Donc ça, c'est depuis le début, c'est un trait important de son caractère. Il n'est pas question non plus de raconter que sa famille a voulu se débarrasser d'elle, en l'expédiant comme ça des milliers de kilomètres. Pour tous, finalement, la solution australienne est une porte de sortie plutôt honorable à cette femme qui, finalement, est absolument immariable. Donc ses parents sont finalement assez contents de pouvoir lui donner le peu qu'ils peuvent. Guittel, sa mère, donc, va vendre un bijou, un des rares qu'elle possède encore. Elle va lui envoyer de l'argent avec 12 pots de cette fameuse crème qu'Elena va glisser dans sa valise sous ses robes de soie, de soie plissée. Et elle peut comme ça s'offrir un billet en classe cabine sans toucher à ses économies. Et puis, plus seule et plus déterminée que jamais, elle prend le train pour l'Italie. Et à Gênes, elle appareille. Elle prend le bateau donc qui arrive de Brême et en pleine nuit comme ça, elle embarque et elle s'en va pour une terre
tellement neuve, l'Australie. Alors quand elle arrive, qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'elle trouve? Tout ce qu'elle trouve, en tout cas tout ce dont elle parle, le plus souvent qu'on retrouve dans ses autobiographies, c'est des moutons. Des moutons, des moutons, des moutons à perte de vue. Qu'est-ce qu'il y a de plus ennuyeux qu'un mouton, vous me direz? Alors quand elle arrive là-bas, elle va chez son oncle Bernard, qui est aussi éleveur de moutons, bien sûr, et qui également se targue d'être oculiste. Alors oculiste, pour cette époque-là et pour ce lieu, c'est un bien grand mot, hein. En fait, il y a 4 paires de lunettes qu'il vend dans sa toute petite boutique, qui vend de tout d'ailleurs, de l'huile de castor, des pelles, des tamis, des biscuits, du sucre, des pommes de terre, des cataplasmes, de la pommade pour les articulations des chevaux, des cordes, enfin je vous passe évidemment la farine, les clous, le savon, enfin je vous passe un peu tout. Même des vêtements par-ci par-là, des chemises de lin brut, des chapeaux de toile, enfin bref, c'est une espèce de bazar si vous voulez. Et Elena déteste la façon qu'ont les fermières, parce que là-bas c'est des fermières, hein, de s'habiller, leurs jupons comme ça, rêches, les grosses chaussures qu'elles peuvent avoir. Même si c'est pas commode, elle s'habille chaque matin elle est très fière quand même, hein, de l'une de ses robes de soie plissée qu'elle raccommode sans cesse et sans cesse. Elle chausse ses bottines à talons, elle veut quand même montrer qu'elle n'est pas de ce monde-là. Évidemment, tout ça est assez maltraité par les promenades à cheval. Évidemment, il est hors de question qu'elle mette des bottes, et même si son oncle l'oblige à porter des bottes quand il l'emmène à cheval dans le bush, c'est un supplice, évidemment, pour elle. Est-ce qu'on a, d'ailleurs, même monter à cheval est un supplice pour elle. Comment est-ce qu'on peut avoir l'idée de monter à cheval sur cet animal-là? Elle n'est pas du tout faite pour ça, c'est pas du tout son truc. Sa seule concession, si vous voulez, à la rusticité, c'est le tablier qu'elle passe sur ses vêtements, surtout pour pas les abîmer, hein, pas pour travailler, mais pour pas les abîmer, pardon, quand elle travaille dans le magasin, le petit magasin de son oncle. Dans les villes qu'elle va croiser, c'est différent. Les gens sont éduqués, évidemment, bien habillés, plus raffinés. Alors elle l'a remarqué quand elle a débarqué à Melbourne. Le peu qu'elle a réussi à entrevoir pendant la demi-journée où ils sont restés là-bas, parce que, évidemment, son oncle, quand il l'a accueilli, il avait besoin de faire des achats pour son magasin. Donc tout ce qu'elle a vu, même rapidement, lui a beaucoup plu, très très vite. Ce qu'elle supporte pas, alors il y a beaucoup de choses qu'elle supporte pas, outre les moutons, c'est le climat. Le climat qu'il était torride, qui l'hiver est glacial, qui est très souvent humide. Alors ça, pour elle, c'est épouvantable. D'ailleurs, comme je disais, elle supporte absolument rien, finalement. Ça fait presque 2 ans maintenant qu'elle est arrivée dans cette petite ville de pionniers, 2000 personnes, vous imaginez un petit peu, surgies de nulle part, comme ça, comme beaucoup d'endroits en Australie. C'est situé au sud-ouest de l'État de Victoria. Elle ne s'habitue pas du tout au climat, à rien du tout. Ici, il faut toujours se tenir sur ses gardes, il faut faire attention aux moustiques, il faut éviter les serpents, les mygales, les araignées, veiller aux incendies qui éclatent un peu partout, déjà à cette époque-là, dans le bush, et très souvent causés par des vagabonds ou par le soleil, évidemment, tout seul, qui enflamme cette herbe sèche, bien sûr. Sans parler, alors, des bandits de brousse, qu'on appelle les Bruce Rangers, qui rôdent comme ça autour des fermes en quête de mauvais coups, des indigènes, évidemment, dont il est évident qu'on doit se méfier, qui se dressent devant vous comme ça, avec leur peau sombre, menaçant. Alors pour elle, ça c'est aussi des nouveautés, menaçant, leurs bouches édentées, qui sont très effrayants, plus que s'ils avaient des masques. Ceci dit, elle va quand même goûter à quelque chose d'important, elle va apprendre l'anglais. Ça, c'est quelque chose qui va lui rester, bien sûr. Vous imaginez? Donc elle parle polonais, elle parle un peu russe, elle parle allemand, elle parle anglais. Ça commence pour elle, qui apprend vite, qui apprend beaucoup, c'est quelque chose de très important. Il faut savoir quand même que tous les soirs, en tout cas ça on le sait, on a des courriers, elle pleure
tous les soirs en se couchant. Rien ne se passe comme prévu. Je viens de vous dire, ça fait 2 ans qu'elle est là. Il lui arrive de fermer les yeux et de repenser à ce qu'elle a quitté. Évidemment, on sait toujours ce qu'on quitte, on ne sait jamais ce qu'on trouve. Elle reçoit des lettres, évidemment, mais suffisamment rares. Elle les relit, elle les lit, elle les relit, elle les relit. On sait qu'elle va quasiment les apprendre par cœur. Elle est de plus en plus nostalgique, c'est terrible. Et à bientôt 27 ans, elle se dit que elle a tout raté. C'est le désespoir qui la submerge petit à petit. Elle n'a pas suivi d'études alors qu'elle aurait voulu. Elle ne s'est pas mariée donc. Elle travaille comme une brute, comme une fermière, mais sans les mêmes vêtements évidemment. Elle ne gagne pas un shilling. Elle ne gagne absolument rien. Son existence est vouée, en tout cas c'est ce qu'elle pense, à l'échec total, dans un pays qui lui est hostile. Sauf qu'elle est très fière, pas question de retourner en arrière. Elle est coincée entre les troupeaux d'enfants, les troupeaux de moutons, le visage raviné par le soleil, par le vent. Elle se sent vieillir prématurément. Elle se voit noiraude, ridée comme les clientes qu'elle peut voir dans le magasin, ou comme ces ladies anglaises qu'elle a croisées à Melbourne, dont le visage ressemble, vous savez, à des parchemins. Mais il y a un mais très important pour notre histoire. Heureusement, sa mère, encore une fois, lui a fait don de ces fameux pots de crème. Et les gestes de Guittel, finalement prévoyants, ajoutés à sa terreur du soleil, ont fait que, en réalité, elle a gardé intact son teint, ce teint de porcelaine, si vous voulez, qui lui vaut des regards appréciateurs des hommes et les compliments, évidemment, un peu envieux des femmes. Mais comment faites-vous pour avoir la peau si blanche ? Et leur hantise, évidemment, à ces femmes, c'est de ressembler aux aborigènes. C'est moins que rien, si vous voulez. Les aborigènes, voilà, on est en dessous du meuble, si vous voulez, avec leur peau sombre. Tout ça les dégoûte, bien sûr. Elena leur répond dans son anglais très approximatif, avec en plus son accent polonais qu'elle ne perdra jamais, ça on le sait, parce qu'on a évidemment des vidéos et des audios d'elle maintenant, et elle répond Family Secret, bien sûr. Et puis, comme si elle partageait une sorte de trésor mystérieux, précieux, elle va sortir de dessous le comptoir un petit pot de crème et va masser le visage de la cliente. Et les femmes adorent, elles adorent qu'on s'occupe d'elles. Je vous comprends, mesdames. Elena va leur donner des conseils. N'allez pas au soleil. C'est désastreux pour le visage. Utilisez vos ombrelles, utilisez vos chapeaux. Elles ressortent enchantées du bazar de Bernard. Et malgré l'usage parcimonieux qu'elle a fait depuis son arrivée de ces pots de crème, évidemment, en quelques années, ses provisions touchent un peu à leur fin. Elena a beau répéter aux fermières que la crème coûte très cher parce qu'elle vient de loin, elles en reveulent, elles en redemandent. Alors elle se dit que peut-être elle pourrait en vendre quelques pots au bazar. Sauf que pour ça, il faut en avoir. Donc elle en commande à sa mère. Et une nuit, où elle ne réussit pas à s'endormir, elle refait pour la 100e fois ses calculs. Si tout se passe pour le mieux, il lui faudra 2 mois pour que sa mère reçoive sa lettre, 2 mois pour que le colis vienne de Cracovie à Melbourne, 15 jours ensuite pour dédouaner la marchandise et la faire transporter ici. Tout ça est trop long, trop compliqué. Elle aurait plus vite fait de fabriquer la crème elle-même. Finalement, ça ne doit pas être difficile, se dit-elle. Il suffit tout simplement de trouver la formule familiale. Et donc elle pense très fort et se remémore avec nostalgie le sourire de sa mère quand elle ouvrait les gros bocaux de crème apportés par l'oncle Jacob. Il ne va pas pouvoir lui refuser ce service, donc elle va lui écrire. Elle se dresse sur son lit, elle est surexcitée. Comment est-ce qu'elle n'y a pas pensé plus tôt ? Les Australiennes envient son teint parfait. Eh bien, elle va leur offrir le même teint, ou plutôt, elle ne va pas leur offrir. Elle va leur vendre. Et elle va fabriquer cette crème et elle la commercialisera dans des petits pots joliment décorés. Et si elle s'y prend bien, elle pourra peut-être rapidement gagner sa vie. Mais pour investir dans ses recherches, il lui faut un peu d'argent. Hélas, depuis toutes ces années, eh bien, ses économies ont fondu. Elles ont fondu depuis longtemps. Depuis son arrivée donc, dans cette petite ville, Coleraine, le chiffre d'affaires du bazar a augmenté d'1 tiers. Mais l'oncle avare, Bernard, là, il aurait préféré certainement être piqué par un serpent à sonnette plutôt que de reconnaître ce genre de choses. Et donc, sous prétexte qu'il lui fournit le gîte et le couvert, il ne lui accorde pas de salaire, excepté
un peu d'argent de poche par-ci par-là pour couvrir ses besoins essentiels, il ne lui prêtera évidemment pas le moindre shilling, ça elle en est certaine. D'ailleurs, à Coleraine, dans cette petite ville, cette petite bourgade, personne ne va lui prêter d'argent. Il va lui falloir se débrouiller toute seule. Et toute la nuit, elle va échafauder des plans qu'elle va peaufiner ensuite pendant les jours qui viennent et pendant des semaines et des semaines. Elle sait une chose, elle doit quitter Coleraine, elle doit partir pour la ville, pour Melbourne. Là-bas, elle ouvrira son salon de beauté dans un quartier huppé. Donc déjà, elle y pense, elle pense déjà à ce genre de révolution. Elle entrevoit dans les moindres détails les murs, elle imagine les couleurs, les formes des meubles dans son institut. Alors évidemment, elle ne pense pas au mot institut, pas encore. Dans cet endroit, les femmes se sentiront chez elles, débarrassées pour quelques heures de leurs soucis domestiques et des cris de leurs enfants. Alors rêver, ça fait du bien, c'est sûr. Ça permet d'oublier sa vie misérable. Et du coup, quasiment du jour au lendemain, elle ne pleure plus en allant se coucher. Elle a un but. Au contraire, même elle a hâte de souffler la lampe à pétrole et de laisser son esprit vagabonder dans le noir. Mais chaque fois, elle bute toujours sur le même problème. Et celles et ceux qui veulent se lancer dans la création d'une entreprise savent de quoi on parle. Il lui manque le financement. Comment même payer son voyage à Melbourne? Et comment fabriquer sa crème? Et ces questions reviennent et sont de plus en plus lancinantes. Et elle pense d'un coup à ce vieux pharmacien qui tient une officine à Sanford, le bourg voisin, la ville d'à côté. Chaque semaine, quand elle se rend au marché, dans la carriole de son oncle, elle ne manque jamais de lui rendre visite. Sa minuscule boutique, vous savez, poussiéreuse, vieillotte, là, on imagine un peu, qui regorge de bocaux remplis d'herbes, d'écorces, d'huile, de potions, d'onguents, de pommades, etc. Elle adore ça, elle raffole de ces odeurs médicinales qui lui rappellent qu'elle aurait aimé d'ailleurs faire ce genre de métier. Et depuis que la femme du pharmacien a été emportée par une mauvaise grippe, eh bien, il n'a pas d'héritier. Il a du mal d'ailleurs à tenir tout seul son affaire. Il s'en est déjà plaint à elle. Elle a hoché la tête. Mais comment est-ce qu'elle a fait pour ne pas y penser plus tôt? C'est lui qui va la sauver. Évidemment, l'oncle Bernard refuse de la laisser partir. Il ne veut même pas entendre parler du vieux pharmacien qui a tout de suite évidemment accepté la proposition d'Elena. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une femme respectable doit rester au foyer derrière le comptoir. Il a, lui, l'oncle, c'est le même que c'est la même chose que s'ils étaient encore en Pologne. Alors elle s'en va, comme d'habitude, elle s'enfuit. Et alors même si l'autre crie bon débarras, évidemment, il est bien entendu dégoûté. Donc elle arrive chez le pharmacien fixe son salaire à 22 shillings par mois pour des journées de travail ininterrompues de l'aube jusqu'au soir. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà pour elle un début d'indépendance. Et puis elle apprécie la clientèle. Comme dans le bazar de son oncle, les femmes viennent se confier à elle. Elle est très forte pour ça. Et elle les écoute avec une sorte de mélange de curiosité, d'empathie. Elle pose des questions sur leurs enfants, leur mari, leur santé. Elle est en train, aujourd'hui, on dirait, de se fabriquer un CRM, vous savez, le Customer Relationship Manager. Donc elle est en train de s'occuper de son service client, si vous voulez. Elle se met en quatre pour les aider. Elle va chercher les potions dont elle a besoin dans l'arrière-boutique. Elle prépare les prescriptions. Travailler dans la pharmacie, elle adore ça, ça la grise. Elle ne se lasse pas de ce pouvoir minuscule, certes, mais pouvoir quand même que les clientes lui donnent en suivant ses conseils. Et jour après jour, elle apprend sur le tas comment mélanger le blanc de baleine, l'oignon de lys, la paraffine et l'écorce d'amande douce, la cire et les herbes, la lavande et le miel. Elle lit les traités scientifiques que le pharmacien lui conseille et elle pense plus d'une fois à sa vocation médicale qu'elle n'a pas pu accomplir. Alors, Elena examine le dernier pot de crème qu'elle reçoit. Elle regarde ça qu'elle a au microscope. Elle va essayer de décomposer elle-même tous les éléments parce que malheureusement, elle n'a pas reçu la recette, on va dire, familiale. Et le matin, elle se lève avant le soleil pour nettoyer la pharmacie, lessiver les sols, passer le chiffon sur les bocaux. Le soir encore, il faut s'occuper de la caisse. Après son travail harassant, elle n'a pas le temps de souffler. Mais elle ne se plaint pas, encore une fois. Elle a toujours été dure à la tâche. Et puis maintenant, encore une fois, elle est stimulée par son projet. Sa mère a fini, elle, par lui répondre. Et elle a joint à sa réponse quelques pots de crème
Et elle lui dit, je peux pas t'en envoyer plus, tout ça coûte cher, même pour ici. Et il y a un post-scriptum qui lui indique ce qu'elle brûle de connaître, la formule magique, ou en tout cas ce que sa mère en a compris. Des herbes, de l'écorce de pin, du sésame, de l'essence d'amande, de l'huile, de la cire, etc. Le texte d'une main, un pilon de l'autre, elle se remet immédiatement à ses recherches. Oh, ça doit pas être si compliqué que ça, se dit-elle sur le tas. C'est facile finalement, tout le monde peut le faire. Sauf que, évidemment, c'est pas si simple, sinon tout le monde le ferait. La texture se dérobe, trop liquide ici, ou pas assez, trop sèche, trop collante, c'est pas si simple. Elle devient elle-même d'ailleurs son propre cobaye. Tous les soirs avant de se coucher, elle essaye sur son visage les mixtures, vous savez, qu'elle prépare. Parfois, elle s'en effraie, et si elle se réveillait couverte de boutons, vous imaginez ça? Bonjour la clientèle. Non, pas de danger en tout cas avec les ingrédients qu'elle utilise, mais il manque toujours quelque chose pour que ces préparations hasardeuses ressemblent à une véritable crème de beauté digne de ce nom. Jusqu'au jour où une minuscule, vous savez, dans les films, on voit ça, il y a le moment, vous savez, le climax, la lueur qui s'allume dans sa tête. Et oui, ça lui arrive toujours par hasard, juste au moment où elle va s'endormir, bien sûr. C'est souvent juste avant, entre la veille et le sommeil, vous savez, dans cet état intermédiaire où les pensées et les songes se bousculent. Vous savez, les grandes révélations vous tombent dessus. C'est la soirée de Pascal, la nuit de Pascal, au moment où elle s'y attend le moins. Elle pense, devinez quoi, au mouton. Elle a lu dans un des grimoires que le pharmacien lui a passé, sans y prêter vraiment attention, que leur laine sécrétait une graisse indispensable à la fabrication d'une cold cream, comme disent les ladies anglaises qui prononcent le mot en arrondissant, vous avez les lèvres. Cet ingrédient, c'est la lanoline. Et tout à coup, sa lecture lui revient en mémoire, et ça lui paraît lumineux, comme si c'était, vous savez, la dernière pièce du puzzle qui venait s'ajuster aux autres pour enfin former la bonne image. La lanoline, c'est exactement ce qu'il faut ajouter aux autres ingrédients pour obtenir une crème à la fois douce et hydratante. Et dans un des vieux bouquins de Cosméto du pharmacien, elle va le lire d'une traite, tout ce qui concerne les pouvoirs adoucissants de la lanoline, mais aussi comment l'extraire de la toison, parce qu'évidemment c'est pas simple, comment également la purifier, parce que le soin à l'état brut dégage une puanteur absolument insoutenable. Elle se souvient de ses froncements de nez quand elle passait dans certaines ruelles de Casimierz, déjà en Pologne, là où les tanneurs faisaient sécher, vous savez, les peaux avant d'être transformées en cuir. Et pour effacer cette odeur, il va falloir rajouter des choses, notamment de l'eau de rose ou de la lavande, et puis aussi de l'eau, essentielle à l'hydratation. Mais il va quand même lui falloir beaucoup travailler, tout ça prend pas 5 minutes pour pouvoir se procurer tous ces coûteux ingrédients, surtout au prix où le pharmacien les paie. Or, Elena, encore une fois, est pressée. Les années sont en train de passer, elle file à toute allure. Et d'un coup, lui revient là encore en mémoire le visage d'une lady qu'elle avait rencontrée sur le bateau en venant en Australie. C'est une lady très importante avec qui elle a sympathisé, elle lui écrit donc tout de suite, elle reçoit une réponse par retour de courrier, mais oui, Susanna se souvient parfaitement d'Elena. Et elle termine sa lettre, cette lady, en l'invitant à Brisbane. Tout le temps qui vous plaira, ma chère, vous verrez, vous aimerez la ville. Un peu provinciale, certes, c'est pas Londres ni Melbourne, mais on y trouve de tout. Et Elena, une fois de plus, s'en va. Elle dit adieu à son protecteur, elle grimpe dans le train. Le trajet est long, surtout pour une jeune femme qui voyage seule, mais elle commence à en avoir l'habitude, vous me direz. Pour rejoindre Brisbane, il faut parcourir 2000 km, franchir 3 États, le Victoria, la Galles du Sud, le Queensland, et il lui faut une semaine interminable. Et elle arrive enfin à la gare centrale de Brisbane, fourbue, poussiéreuse, mais quelque part heureuse.
Alors Brisbane. Brisbane, c'est la capitale du Queensland. C'est une ville agréable, moderne, avec de larges avenues où se succèdent des immeubles bas, des restaurants, des théâtres, des magasins de vêtements et un tout nouveau tramway électrique, vous imaginez. Des colons anglais et allemands ont construit cette ville 50 ans avant, au bord du fleuve. Et en arrivant chez cette lady, chez Susanna, elle donne à son amie un récit évidemment tout personnel de ses années dans le Victoria. Alors, vous savez, c'est le fameux Never complain, never explain, c'est la devise d'Helena Rubinstein, de jamais se plaindre et de jamais expliquer, évidemment. Elle refuse d'inspirer la pitié. Dans ses mémoires, elle va s'en tenir toujours à des versions, encore une fois, très édulcorées de ces moments pénibles. Son oncle est devenu un grand propriétaire terrien, là-bas, elle manquait de rien, mais elle a refusé d'épouser le frère de son oncle qui lui faisait les yeux doux. Enfin, voilà, c'est un storytelling, encore une fois, très propre à elle. Le seul moment où elle va se montrer sincère, c'est quand elle demande à son ami de l'aider à trouver un emploi honorable, parce qu'elle doit gagner sa vie, très important. Et ces quelques semaines à Brisbane passent comme dans un rêve. Ses tenues rafistolées, évidemment, vont lui sembler misérables devant celles des ladies, puisque là, ça y est, elle est dans la grande ville. Toutes sont en train d'exhiber des toilettes à la dernière mode de Londres. Mais sur les peaux claires de ces fameuses ladies, là encore, le soleil, le vent ont commis des dégâts qui sont très difficiles à réparer. Elles vont toutes s'extasier, encore une fois, sur la peau sans défaut d'Helena. Le velouté de son grain, son absence de rides, et ses compliments lui redonnent encore une fois confiance en elle et surtout dans son projet. Bientôt, elle sera aussi riche que ces femmes qui sont aujourd'hui inaccessibles. Susanna apprend que Lady Lamington, l'épouse du gouverneur du Queensland, recherche une personne de confiance pour seconder leur nanny. Les Lamington résident dans le palais du gouverneur, une imposante demeure coloniale située dans de vastes jardins. Le couple va apprécier Helena, la jeune femme est tout de suite à l'aise avec les enfants qui la suivent bientôt partout, se réfugient dans ses bras, etc. Je vous passe bien sûr les récits merveilleux, formidables évidemment. Mais ça reste une domestique finalement, une demoiselle de compagnie, c'est très humiliant, mais cette position lui donne accès à leur monde, une sorte de porte d'entrée dans l'aristocratie, même si c'est par l'escalier de service, c'est toujours une porte d'entrée. Son éducation mondaine débute alors au manoir avec cette famille. Elle va apprendre les mœurs de l'aristocratie anglaise, et tout ça va lui être très utile plus tard à Londres, quand elle va fréquenter la gentry. Se tenir à table, se servir d'une fourchette à huîtres, apprécier un vin, sourire quand elle n'a rien à dire, écouter patiemment ces messieurs parler de chasse et puis les dames de leurs soucis domestiques et dans le même temps, elle poursuit ses recherches pour améliorer sa crème parce qu'elle reste toujours fixée sur son objectif. Ce qu'il faut savoir, c'est que de tous les États d'Australie, qui sont richement dotés par la nature, le Queensland est le plus réputé pour sa flore. Vous savez, une quantité de plantes qui poussent comme ça, qui entrent dans la composition d'onguents, de pommades, de beauté, d'ailleurs encore un petit peu aujourd'hui. Et évidemment, Helena va se sentir très inspirée quand vous imaginez cette gamine, mais c'est encore presque une gamine. Elle n'est pas très grande, Helena Rubinstein. Elle, avec son panier sous le bras, là, pour chercher, quand elle se balade, elle va faire ses cueillettes, elle revient dans sa chambre et elle va examiner, bien sûr, chaque trouvaille avec sérieux. Elle va rechercher les propriétés des plantes, la façon de les mélanger avec d'autres pour en tirer le meilleur parti. Et il faut savoir aussi que la maison dans laquelle elle est a une bibliothèque, comme dans beaucoup de ces grandes maisons. Et cette bibliothèque regorge de livres de botanique, ça tombe bien, d'herbiers également et d'encyclopédies qui vont lui ajouter les connaissances qui sont très importantes à ces rudiments à elle, qui sont encore une fois que des rudiments sur les plantes. Et elle lit que dans l'Antiquité, la cosmétologie a été reconnue comme un art à part entière. Et elle va évidemment, encore une fois, s'imprégner de tout ça, des traités de Galien, de Marcus Aurelius, d'Héraclite, etc. etc. Le mot, d'ailleurs, cosmétologie, vient du grec cosmos, qui signifie à la fois ornement et ordre. Alors Platon rejette les fards et les onguents parce qu'ils produisent une beauté étrangère qui manque de naturel. Ça, c'est Platon, bien sûr, qui l'oppose, lui, à la beauté du corps, modelée par la gymnastique. Bref, il l'oppose à la nature. Une autre étymologie attribue la cosmétologie à Kemet, la terre noire des bords du Nil, que les femmes utilisent pour se protéger contre l'air et les vents du désert. Les Égyptiens sont, on le sait, de véritables chimistes. En ce qui concerne la beauté, ils sont capables de créer des produits de synthèse pour embellir et pour soigner. Déjà à cette époque-là, ils fabriquent des poudres
avec la farine de gypse, parfumée de myrrhe et d'oliban. Ils fabriquent également des pommades. Ils vont y inclure de l'ocre pour éclaircir le teint, de l'huile d'olive, de la cire d'abeille, de l'eau de rose. Et tout ça, elle s'imprègne énormément. Elle va utiliser toutes ces données, bien sûr, pour elle. Elle sait qu'à Rome et à Athènes, les femmes se trempent dans des bains parfumés d'huiles aromatiques, tirées d'olives, pressées ou d'amandes amères, mélangées à des épices comme la cardamome, le gingembre, des essences de lys ou d'iris. Elles s'enduisent de céruse, qui est toxique pour la peau, ce qu'on ignore à cette époque-là, et se confectionnent des masques à base d'argile, d'amidon, de miel ou de lait d'ânesse. Elle lit également qu'au Moyen-Âge, on prescrit de la cervoise pour donner de la couleur au visage et de l'herbe lycium pour faire briller les yeux, la farine de fèves, les pois chiches qui entrent également dans la composition des masques de beauté. Les femmes s'épilent entièrement le visage et le corps avec des bandes de cire chaude et soignent les rides avec de la pommade composée de cire, d'huile d'amande, de graisse de crocodile, de sang de hérisson, de chauve-souris ou de serpent. Mais il faut savoir aussi que l'Église, à cette époque-là, s'oppose aux techniques d'embellissement parce qu'encore une fois, elle corrige, on est encore dans Platon, hein, on redécouvre Platon bien sûr, elle corrige l'œuvre du Créateur, elles entraînent les femmes à se préoccuper de futilité au lieu d'œuvrer au salut de leurs âmes, évidemment. Pour les clercs, la beauté a les couleurs du diable. À l'époque de la Renaissance, sachez que Lucrèce Borgia doit la transparence de sa peau à une pommade à base de lait de femme et d'huile d'olive, mêlée de paillettes d'argent et de perles finement broyées. Le rouge, fabriqué avec de la cochenille déjà à cette époque-là, du bois de santal, du sulfure de mercure, c'est la couleur préférée de ces belles femmes pour rehausser leur visage. Mais la pâleur reste la marque suprême de la distinction, bien sûr, pour se distinguer, se différencier de ceux et celles qui travaillent dans les champs, bien sûr. Quand vous avez la peau blanche, la plus blanche possible, ça veut dire que justement, vous n'avez pas à faire un travail manuel. Et vous avez bien sûr les recettes naturelles de la marquise de Pompadour, le miel battu avec de la crème fraîche et de l'eau de cerfeuil tonifiante pour rafraîchir le visage. Au XVIIe siècle, il faut savoir que l'albâtre de la peau est un capital difficile à conserver. Il faut se garder du grand air et du soleil, encore une fois, mais aussi des excès de la vie de cour, les veilles tardives, vous savez, les grandes fêtes du XVIIe et du XVIIIe siècle, avec la nourriture extrêmement riche qui maltraite la peau et le teint. Des pommades existent à base de limaçons et de plantes aromatiques qui sont appliquées la nuit pour restaurer la pâleur et soigner les pustules. C'est une époque où on se lave peu. Alors on en arrive à un an après son arrivée. On est le 1er janvier 1901. Le Commonwealth, il faut parler aussi un peu d'histoire, le Commonwealth australien, formé de la fédération des 6 grandes colonies du pays, est proclamé. Le 22 janvier, la reine Victoria va mourir à l'âge de 80 ans. Son fils, le roi Édouard VII, lui succède et il va inaugurer quelques mois plus tard le premier parlement australien à Melbourne. Voilà pour l'histoire, voilà pour vous situer un tout petit peu. Lady Lamington présente Helena à toutes ses amies et elle la présente comme une spécialiste de la beauté. Et pour Helena, la seule façon de susciter l'intérêt, à ce moment-là, c'est justement de parler de sa crème et de parler de ses projets pour la fabriquer. Alors, au début, ça amuse tout le monde, ça amuse son entourage, comme une sorte d'excentricité, une excentricité charmante. Et cette parenthèse va s'achever assez brutalement, assez brusquement, quand Lady Lamington va annoncer le départ de la famille pour Bombay. Ils s'en vont. Et il est donc temps pour elle, pour Helena, c'est un peu le début, si vous voulez. Cette fin annonce un début, bien sûr. C'est le moment d'enseigner enfin aux Australiennes l'art et la manière d'être belle. Alors il faut parler un petit peu de la ville de Melbourne. Au moment où Helena arrive, c'est encore ce qu'on appelle Marvelous Melbourne, ou ce qu'on appelle Smellbourne. C'est la référence au système sophistiqué. C'est l'époque où on va créer le tout à l'égout. La municipalité vient d'installer ça. Vous imaginez, la jeune femme va s'enthousiasmer devant cette modernité qui dépasse tout ce qu'elle connaît déjà. Bien sûr, évidemment, Cracovie, Vienne et Brisbane paraissent toutes petites. C'est l'innovation, c'est les nouvelles technologies de l'époque. Le seul bémol à ce bonheur, entre guillemets, c'est qu'elle est extrêmement pauvre, encore une fois. Et cette pauvreté la paralyse. Ses économies sur le salaire qu'elle a reçu chez les Lamington vont lui assurer tout juste la location d'un meublé et à peine de quoi subsister le temps de retrouver un job.
À Melbourne, pendant la saison chaude, les habitants vivent dehors. Les femmes, saines, musclées, jouent au tennis, elles pédalent sur des bicyclettes, elles prennent des bains de mer, elles sont habillées évidemment de la tête aux pieds, bien sûr. Une nageuse australienne, Annette Kellerman, va bientôt inventer le costume de bain, plus dénudé, mais pour l'instant elles sont toujours très habillées. Et malgré la protection des chapeaux et des ombrelles, encore une fois, il faut revenir à ça, le soleil abîme les visages, le vent d'hiver crevasse les peaux, des sillons se forment autour des bouches et des paupières. À l'instar des habitantes de Coleraine ou de Brisbane, vous n'avez aucune de ces femmes qui ne se soucie de se protéger évidemment la peau. Et comme dans toutes les grandes villes d'Australie, la nouveauté, il faut le savoir, est bienvenue. Le système social est bien plus avancé qu'en Europe. La journée de 8 heures vient d'être instaurée. Les Australiennes se voient octroyer le droit de vote en 1902, quelques années avant les Néo-Zélandaises, qui l'ont gagné en 1898, vous imaginez un peu. L'hémisphère austral est très en avance sur son temps. Pour voter, les Américaines attendront 1920 quand même, il faut savoir ça. Les Anglaises, 1928, et les Françaises, vous le savez certainement, 1944. Donc vous imaginez l'avancée, ils ont presque un demi-siècle d'avance. Les femmes tiennent un rôle presque aussi important que celui des hommes, donc personne ne s'étonne ici de voir autant de jeunes vendeuses, des secrétaires, des journalistes, des barmaids, des femmes de chambre, des serveuses, des opératrices, standard téléphonique, le téléphone est en train de prendre son essor. Leurs salaires sont 2 fois moins élevés que ceux de leurs collègues masculins, c'est vrai, mais elles se sentent grisées par cette nouvelle indépendance. Vous avez ça un petit peu mais vous en avez des prémices si vous voulez, dans la série que je cite assez souvent, Downton Abbey, vous avez l'arrivée de ces femmes, de ce téléphone et puis de ces femmes qui veulent changer de métier. Et puis, ne leur reste-t-il pas, une fois qu'elles ont payé le loyer, le gaz, la nourriture, un petit quelque chose à dépenser, des fanfreluches, des bas de soie, de la cosmétique? Elles ne s'en privent pas. Les femmes australiennes dépensent. Et la fabuleuse ascension d'Helena Rubinstein en Australie s'explique aussi par son génie du timing. Et je crois que je pense vraiment que dans Timeline, nous allons faire aussi les grandes femmes et les grands hommes, en fait, les grands personnages, pas uniquement les rois et les reines, mais les grands personnages qui ont réussi. Il y a ce sens du timing. Ils sont arrivés au bon moment. C'est parce que trop tôt... En avance, c'est trop tôt, et après, c'est trop tard. Donc là, il faut trouver le bon timing. Le timing, en affaires comme en amour, c'est quand même la condition première du succès. Elle est arrivée au bon endroit, au bon moment, dans un pays où les femmes commencent à se sortir des carcans qui ont été imposés. Mais pour le moment, elle n'en est pas encore là. Ce qu'elle veut avant tout, c'est gagner de l'argent. Et gagner de l'argent assez vite. Elle doit se résoudre à prendre 2 emplois de serveuse qui vont lui permettre tout juste de survivre. Elle a eu du flair, elle a eu du flair. Les 2 endroits où elle travaille sont des endroits stratégiques pour rencontrer du monde. Alors c'est vrai que le salaire est maigre, mais en comptant les pourboires, elle peut aisément s'en tirer. Et une femme, on va dire traditionnelle, pas elle, mais une femme pourrait même accrocher un homme riche, vous voyez. Donc, non, pas elle, c'est pas son genre, bien sûr. Et en étant au bon endroit, elle va croiser des gens. Et des gens qui vont revenir souvent, des garçons, des hommes. Et à force de les voir, ils reviennent souvent, de les voir ensemble ou même séparément, elle finit par sympathiser avec eux, ils sont intrigués par cette personnalité, alors elle s'ouvre, elle s'épanche un petit peu sur son projet auprès d'eux et ils la prennent au sérieux, ils décident de l'aider, chacun à sa manière. Il y en a un qui lui explique l'importance du marketing, qui est un mot nouveau évidemment, qui signifie qu'on peut influencer le consommateur si on lui présente les produits de façon alléchante, bien sûr. Vous avez... alors, du coup... il lui montre comment ça marche, bien sûr, la publicité, etc. Il va retenir la leçon. Vous en avez un autre qui va dessiner un logo au motif égyptien, ce qui lui plaît beaucoup. Elle va décider de l'utiliser pour décorer ses futurs emballages. Il va être chargé d'ailleurs de maqueter les premiers dépliants que le 3e va imprimer. On va les distribuer dans les tramways, dans les gares, etc. Ça y est, elle est quasiment prête. Et vous en avez un 5e qui entre en scène. Il s'appelle Frédéric Shepard Grimwald, le président d'une entreprise pharmaceutique très réputée. Est-ce qu'il a été son amant? Est-ce qu'elle a été la maîtresse de cet homme-là? Ça reste un mystère entier. En tout cas, grâce à lui, en mai 1907, Helena va obtenir la nationalité australienne. Ça, c'est très important. Et mieux encore, son laboratoire, cet homme-là, va fournir à la jeune femme tous les outils sophistiqués indispensables à la fabrication de sa crème. Les chaudrons pour la faire bouillir à haute température, les alambics pour la distiller, les récipients pour mélanger les ingrédients.
elle va baptiser sa crème Valase. La crème de son enfance renaît enfin presque à l'identique. Alors la crème revient pas cher, à peine 10 pence le pot. Celui qui s'occupe des comptes pense qu'il faut la vendre 2 shillings et 3 pence. Les femmes n'achèteront pas un produit si bon marché, déclare Elena. Pour améliorer leur apparence, elles voudront avoir l'impression de s'offrir quelque chose d'exceptionnel. Il faut leur proposer, voyons, 7 shillings et 7 pence. Elle a tout à fait compris la psychologie de ses futures clientes. Aucune, évidemment, ne tiquera sur l'étiquette. Toutes savent que la beauté a un prix. Et avant même d'avoir trouvé un local, Elena propose ses petits pots dans les marchés. Elle les place aussi dans les officines des pharmaciens où elle fait du porte-à-porte. Ils lui en prennent 6 pots par-ci, puis 8 la semaine, etc. et ainsi de suite. Les petits pots se vendent comme des petits pains, mais pas au même prix bien sûr. L'argent gagné, sou après sou, remplit une boîte en carton qu'elle dissimule sous son matelas. Elle va dénicher un petit appartement de 3 pièces à côté du restaurant où elle travaille. Certainement que, encore une fois, ceux qui la côtoient lui prêtent l'argent pour payer la caution. Et un beau matin, elle rend son tablier de serveuse, elle déménage ses maigres possessions et ses cartons, bien sûr, de crème. L'appartement va servir aussi de siège social et de fabrique. Sans attendre, elle fait graver son nom sur une plaque apposée à l'entrée de l'immeuble, Helena Rubinstein et compagnie. Jusqu'à la fin de sa vie, Helena Rubinstein a gardé le secret de cette première crème Valase, dont on imagine qu'elle n'avait ni la fluidité, ni la légèreté, ni la propriété des produits qu'on connaît tous aujourd'hui. Et grâce à l'effet conjugué du marketing et des premiers articles que la presse va lui consacrer, les ventes vont aller en augmentant. Au bout de quelques mois seulement, en 1902, elle ouvre son premier institut au 242 Collins Street.